Je m'appelle Anne Le Bouillonnec, je suis directrice de la section expertise et métiers chez Synthèse, Pôle Image Québec. Donc, c'est un titre et un titre de compagnie qui, en fait, travaille avec, qui a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour favoriser le développement des programmes en création numérique. Donc, création numérique, c'est hyper large. On entend aussi le terme créativité numérique, qui est en fait tout ce qui peut se faire dans les différents secteurs, qu'ils soient en jeux vidéo, en expérience immersive ou en effets visuels pour le cinéma et la télévision et les différentes séries, etc. Donc, on voit beaucoup en ce moment une convergence. En fait, les secteurs se fusionnent de plus en plus, notamment avec les outils, les logiciels informatiques. Tu sais, on a vu dans la précédente présentation vraiment une fusion de différentes disciplines qui, il n'y a pas si longtemps, étaient très, très en silo. Et donc, là, on est avec les arts de la scène, le cirque. C'est comme le dernier maillon de la chaîne qui commence vraiment à bien s'intégrer à ce monde technologique. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est juste parce qu'on est rendu là. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir tout ce qui a été fait là, dans les projets au niveau du mouvement, du motion capture, etc. Donc, j'ai l'honneur d'animer et d'être aussi panéliste. C'est pour ça que je me permets de parler un peu de ce qu'on fait. Alors, donc, nous, on favorise le maillage entre les entreprises et les institutions de formation, les universités, les recherches universitaires, les entreprises, les différents ministères, ministère du Travail, ministère de l'Économie, ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, on a aujourd'hui avec nous Nicolas, qui est au CRITAC. Nous avons aussi Véronique, qui est à la SAT, qui travaille pour l'innovation. Et nous avons aussi, voyons, j'ai un petit blanc, attends. Christine, voyons. Alors, Christine, qui s'occupe du regroupement en piste. Donc, c'est la dernière conférence. On va essayer de parler de What's Next. Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce qu'on est toutes des organisations qui sont prêtes à aider pour favoriser tous ces artistes et créateurs et technologues. Maintenant, il faudrait passer à l'action dans le sens où qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les organismes, pour aider tous ces créateurs à se développer et à développer pour le Québec une expertise performante. Donc, Nicolas, vas-y, tu as la glace. Facile. Non, mais juste vous dire aussi, je partage mon temps entre l'enseignement à l'École nationale de cirque et comme chercheur au CRITAC. Chercheur au CRITAC, je fais un état de veille sur ce qui se fait au niveau des technopédagogies, comment les différentes technopédagogies peuvent aider à l'enseignement des arts du cirque en général. Puis, j'avais aussi depuis un an la mission de faire un état de veille sur ce qui se fait au niveau du numérique en art vivant aussi. Donc, tu sais, en cirque, on part aussi de loin. Je veux dire, le mandat de nous former des artistes de cirque, c'est déjà toute une job. C'est un gros programme, l'École nationale de cirque. Je pense qu'on peut dire que les tendances sont en train aussi de changer au niveau des profils des gradués, peut-être. C'était beaucoup, on formait initialement des artistes-interprètes à l'École nationale de cirque. Je pense qu'on commence à former de plus en plus des artistes-interprètes, mais aussi des artistes-créateurs. Puis, on se pose beaucoup de questions sur tout ce qui est technologique. Quel devrait être l'accompagnement qu'on fournit aux étudiants? Quelle partie revient à l'école? C'est une initiation à la technologie? Parce que, comme je dis, le programme, il est très, très plein déjà. Ils apprennent à danser, ils apprennent à jouer. Il y a des cours théoriques, il y a des cours de spécialité, des cours, tout ça. Donc, on est en train d'avoir des discussions super intéressantes sur quelle forme ça devrait avoir, quelle forme dans les écoles d'art vivant on devrait accompagner les étudiants. Je n'ai pas la réponse. Mais je suis curieux d'entendre les autres points de vue. Mais on est rendu là, je vous dirais. Puis on est rendu aussi à tout ce qui est numérique, à réfléchir à l'environnement numérique d'apprentissage. Avant, on parlait d'un environnement d'apprentissage tout court. Maintenant, on est à l'étape de rajouter des écrans numériques, des iPads. On est aussi à cette étape-là à l'École nationale de cirque. On essaie de regarder plus loin quelles vont être les tendances, quel est notre rôle là-dedans, puis aussi comment
on s'outille pour maintenant, mais idéalement aussi pour les 10-20 prochaines années, vu que c'est quand même des investissements. Oui, c'est une ouverture, ça. Oui, OK. Alors, plein de questions. Il faut trouver les réponses. On a des réponses partielles. J'ai à ma gauche Véronique qui travaille en innovation pour la SAT. La SAT, vous connaissez tous. Tu pourrais peut-être en parler, Véronique. Qu'est-ce qui est offert? Qu'est-ce que la SAT peut offrir à ces créateurs qui auraient envie de développer leur art, mais aussi, qu'est-ce que les institutions d'enseignement et vous pourriez, on pourrait consolider ensemble pour permettre en fait des formations qui sont adéquates et up-to-date, mettons, pour tous les artistes des arts de la scène? Est-ce que vous m'entendez? Oui, un peu plus proche. Donc, la SAT, c'est plusieurs choses. Je vais essayer de résumer en 4 chapeaux. En premier lieu, la SAT, c'est un centre de diffusion. Donc, on accueille plus d'une centaine d'événements culturels par année, notamment dans le dôme de 18 mètres de diamètre qu'on a sur le toit. On est aussi un centre d'artistes, donc on accueille une cinquantaine d'artistes en résidence par année. En ce moment, il y a un appel à résidence annuel qui est ouvert et que je vous encourage à consulter si ça vous intéresse. C'est ouvert jusqu'au 4 décembre. Donc, on hybride vraiment toutes sortes de disciplines des arts. C'est vraiment ce qu'on essaie de valoriser dans nos choix d'artistes qu'on va prendre en résidence. On est aussi un centre de formation, donc on s'adresse à la fois aux artistes plus traditionnels qui veulent intégrer la technologie dans leur pratique ou aux professionnels de la création numérique qui veulent du perfectionnement pour acquérir des compétences sur des nouveaux outils, par exemple, de création numérique. Et on est aussi un centre de R&D. Donc, on est un centre de recherche publique où on fait de la recherche appliquée avec le milieu artistique. On développe un coffre à outils pour faciliter la création d'œuvres immersives. Et on travaille avec différents partenaires industriels pour faire développer des compétences, des nouvelles connaissances aussi pour l'immersion en général. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une des initiatives que la SAT a mis en branle en 2018, c'est un réseau de salles connectées en téléprésence où les équipes techniques et les équipes de conception ont pu expérimenter avec des nouvelles technologies d'immersion pour les arts de la scène. Et ça a permis de développer une espèce de communauté de pratique, puis des nouvelles scénographies pour les arts de la scène qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Ça permet aussi de développer les compétences. Je pense qu'on pourrait aussi intervenir au niveau de la formation continue, même plus que dans les programmes académiques, parce que je sais aussi comment les programmes académiques sont chargés. J'étais enseignante au cégep pendant 10 ans. On essaie de tout passer en priorité, puis ça ne fit juste pas dans l'horaire. Donc, on essaie de rejoindre les gens dans le milieu de travail pour justement actualiser les compétences, mais ça passe aussi par soit des résidences ou des contextes à faible risque, là. Donc, il ne faut pas que ce soit des projets de production parce que c'est beaucoup d'apprentissage à faire. Merci, Christine. Parle-nous de toi. En PIS, on joue déjà un rôle en formation continue depuis plusieurs années. On a un programme assez riche via des formations de groupe ou des formations continues. Donc, je dirais que déjà le numérique, on a déjà fait des formations en numérique. On peut même le faire via un développement plus sur mesure. Mais au-delà des formations, je dirais qu'en piste, on joue un rôle aussi en représentation. Je t'écoutais tantôt, Nicolas, sur comment les écoles ont déjà des programmes surchargés. En cirque, on a déjà un défi de développement de filière de la formation. Donc, je pense qu'il va falloir travailler très fort pour pousser les formations, travailler avec d'autres domaines d'activité
pour s'assurer que ces formations du numérique s'intègrent, je dirais, progressivement dans la formation des artistes, dans la formation de tous ceux qui accompagnent les artistes. Parce que le numérique, c'est une sacrée bébite. Je vois la complexité de formation. Je dirais qu'en plus, il y a 2 ans, on a adhéré le réseau d'agents de développement numérique. Il y a Amélie qui est ici depuis 2 jours, où les associations, les regroupements, les conseils culturels à travers le Québec ont eu un mandat par le gouvernement d'accompagner leur secteur dans le développement numérique. Et ça veut dire plein de choses. Je pense que le secteur des arts du cirque, je me rappelle, en 2017, je ne sais pas si vous étiez là, je ne sais pas si Nicolas était là, on a fait un forum sur le numérique. Au lancement de notre plan directeur, ça a été la catastrophe. Les gens sortaient à pleine porte l'après-midi. Je pense qu'on était à peu près 40 ou 30, tu t'en souviens, hein? Et on me disait, moi, le numérique, hein, le cirque, on n'a pas besoin de ça. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je trouve ça fantastique. Parce qu'il y a une évolution, il y a une prise de connaissance. La pandémie ouvre la réflexion, que ce n'est pas un ennemi numérique, ça ne fera pas disparaître. C'est une nouvelle scène qui s'ouvre. Alors, notre mandat, ça va être le plus grand défi pour le secteur du cirque au niveau de la formation, ça va être de choisir quelles seront les priorités, quels seront les besoins, parce qu'on fait de la formation autant pour les artistes, comme je disais, les travailleurs culturels. Je pense même à des formations qu'on a données auprès des techniciens sur les veilles technologiques. Dieu sait qu'on sait que c'est important aussi en cirque. Donc, bref, complexe. Et il y a 2 actions, en fait, je dirais 3 qu'on va faire à court terme. Il va falloir qu'on fasse un diagnostic numérique comme secteur. Où on en est, quels sont nos besoins, quels sont les défis. On amorce dans les prochains jours une étude, ça a un titre bien plate, là, mais macro-sectorielle de la formation continue. Il va falloir identifier les besoins du secteur et c'est comme ça qu'on va chercher le financement parce qu'il y a toujours une question de financement. Alors là, j'invite tout le monde à s'exprimer à travers l'enquête qu'on va mener pour justement identifier quels seront les besoins. Puis j'annonce... Save the date, on va faire un chantier numérique et ça sera 3 jours de formation, dont 2 qui vont toucher l'expérimentation artistique et 1 sur la découvrabilité. Donc, en piste, on est vraiment, je dirais, en réflexion, en observation, on travaille avec les réseaux. On veut aussi se connecter encore davantage avec la communauté pour bien identifier les besoins. Mais on ne pourra pas travailler tout seul. L'importance des maillages avec un organisme comme la SAC, comme vous, le réseau des ADN, on participe au comité aussi de la mesure 111 au gouvernement. Là, il y a vraiment, je dirais, un besoin qu'on travaille ensemble parce que ça va plus vite que nos connaissances. Et je terminerai en disant qu'en formation, pour En Piste, le défi, ça va être d'identifier la bonne pédagogie. On est habitué de faire des cours assez traditionnels, en Zoom maintenant ou en pratique. Mais il y a un collège récemment qui me disait qu'il faisait de la formation pour des techniciens en gréage avec la réalité augmentée. Donc, ça permettait d'avoir plus d'étudiants. Il y a toutes ces technologies-là aussi qui vont être au service de l'apprentissage. Alors, voilà. Super. Question comme ça qui me vient tout de suite, c'est as-tu les formateurs? Comment vous trouvez vos formateurs? Parce que ce qu'on voit dans le domaine du 3D, que ce soit en jeu, en immersion, tout ça, là, au niveau des universités, des cégeps, bon, ben, évidemment, eux autres aussi souffrent du manque de main-d'œuvre. Donc, trouver les profs pour enseigner aux jeunes pousses. Si on n'a pas de profs, il n'y aura pas de belles pousses. Et en fait, les réseaux universitaires, tu sais, pour être prof, ça te prend un doctorat. Hein? Qui c'est qui a un doctorat en art du cirque? Tu me surprenais. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi former des cerveaux qu'on appelle scientifiques, entre guillemets, là, ne partez pas en courant, mais pour conceptualiser justement ce genre d'enseignement, comment l'enseigner, etc. Donc, Train the Trainer, c'est un gros défi dans la formation continue. Puis là, je suis sûre qu'il y a des super trainers ici,
déjà, qui ont beaucoup d'expérience. On les a vus depuis 2 jours, puis je me disais, ah, lui, il faut le spotter, parce que lui, on va le mettre en contact avec l'autre. Tu sais, à un moment donné, il faut que les gens de l'industrie, puis les créateurs qui sont déjà bons, partagent aussi leur savoir et il faut leur donner des passerelles pour ça, une possibilité. Je me dis, déjà un créateur qui est vraiment déjà bon, qui fait des projets de recherche, qui enseigne à juste la discipline comme telle. Comment on fait pour le sortir de là, pour dire, regarde, on va faire un truc en VR qui va être vraiment le fun pour les étudiants. L'innovation à travers l'enseignement est quand même un effort. Fait, comment on fait pour aller... pour trainer nos trainers pour nos futurs artistes puis nos futurs shows? C'est la grosse question. Avez-vous des bonnes idées? Ceux qui ont des bonnes idées, après, vous viendrez nous voir, mais c'est un gros défi. Je dirais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça va prendre des développements de programmes d'enseignement en numérique ou en technologie, puis multidisciplinaire. Je dirais que pour nous, en perfectionnement, c'est un peu différent qu'une université ou une école. On travaille avec des praticiens, on va chercher des experts, on ne va pas chercher des gens qui ont besoin d'un doctorat en pédagogie ou des chercheurs. Oui, on pourrait faire appel à des chercheurs, mais c'est surtout des gens. Nous, on est sur le besoin de la pratique professionnelle. On n'est pas dans l'analyse du développement d'une filière ou du développement de la recherche ou de la connaissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue et c'est on le fait déjà. On va chercher les experts dans leurs différents domaines. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Est-ce que vous les trouvez, en fait, ma question? Bien, jusqu'à maintenant, on a fait quelques formations. Donc oui, par le bouche à oreille, par justement le réseau des ADN, il y a énormément de partage d'expertise. J'écoutais tout à l'heure Isabelle raconter comment ils ont fait leur création, mais je pense qu'on est aussi dans ce partage de connaissances, de cette mutualisation, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver l'information et les experts. Le réseau fondamental. Oui, le réseau. Je pense que c'est des formations, mais c'est beaucoup d'initiation ou de savoir ce qui s'est fait. Tu sais, des journées comme aujourd'hui, je veux dire, le Lab 7 de pouvoir... tu sais, moi, j'ai participé à une journée avec la formation de logiciel OptiTrack que j'utiliserai probablement jamais. Mais le jour où je vais l'utiliser, je le comprends. En tout cas, tu sais, il y a quelque chose dans le fait de comprendre les outils avec lesquels... Parce que je pense pas que chaque artiste de cirque doit devenir un expert pour chaque outil. Mais de le comprendre, de comprendre comment il fonctionne et vice-versa. Tu sais, un exemple, le projet de Naël et Bobby tantôt. Les deux comprennent la technologie, les deux comprennent le cirque. Mais c'est ça qu'il faut aussi qu'il y ait. C'est une initiation à ce qui existe, de un. Je pense qu'on est même au stade de dire c'est quoi la palette de technologies qu'on utilise aujourd'hui, lesquelles sont accessibles, c'est quoi, excusez-moi l'anglicisme, le scope, le temps que ça prend pour les maîtriser, l'argent que ça... Vous comprenez? C'est quoi les outils? Je pense qu'on en est là en cirque de façon globale. Que tu soulèves, excuse-moi, mais ce que tu soulèves, pour moi, c'est fondamental. C'est où trouver l'information. C'est la source, la référence, connaître les logiciels. Il y a aussi une part, je pense, de développement de connaissances et de compétences qui est aussi rattachée aux bonnes sources d'informations. Il ne faut pas oublier non plus qu'on apprend beaucoup par Internet, hein, par des tutoriels, par des choses en ligne. Mais d'abord, faut-il savoir où chercher et où trouver l'information. Donc, je pense que c'est un problème de transmission. OK. Fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de se dire qu'est-ce que ça nous prend? Puis là, vous pouvez intervenir, groupe de tous les pays. Qu'est-ce que ça nous prend pour être capable de favoriser cette transmission? Parce que là, toi, tu dis, nous autres, on veut faire le tour du propriétaire, puis on va faire une étude, puis il faut intervenir. Fait que ça, c'est une initiative qui est bonne. D'ailleurs, parenthèse, comment les gens peuvent accéder? Est-ce que c'est par invitation ou alors... Oui, il va y avoir toutes sortes d'enquêtes, sondages, groupes de discussion, invitations. Donc, on fonctionne à la fois par du quantitatif et du qualitatif. Là. Donc, on a une diversité de moyens de consultation pour essayer d'établir les priorités. OK. Et après ça, au niveau de la transmission, tu sais, quel acte ou
là, j'ose même pas dire le mot comité parce que j'ai peur que tout le monde se mette à s'endormir, mais en fait, quelles sont les actions qu'on pourrait faire pour justement définir ce scope et définir les filières de transmission. Puis là, je fais appel aux leaders ici qui ont présenté des choses. Il faut, à un moment donné, que le réseau, les tentacules et les neurones de ce réseau s'activent pour justement favoriser le développement des programmes. Même dans le réseau des cégeps et de l'université, les étudiants qui travaillent en techniques d'intégration multimédia là, font vraiment des trucs, parce que je le vois tous les jours chez Synthèse, on fait vraiment le tour avec les professeurs, tout ça, des gens qui enseignent l'animation 3D, les animateurs qui travaillent beaucoup en jeux vidéo avec le mocap, puis etc. Donc, comment on fait pour nous, Synthèse, on est là, on peut très bien faire des maillages très efficaces là, entre ces différents programmes, les coordonnateurs de programmes, les profs, des stages. Vous envoyez des stages en 3D pour vous aider à définir, à travailler avec Unreal, travailler avec Unity aussi, toutes les notions de réalité augmentée. Il y a plein de programmes universitaires cégep où les étudiants qui sortent, là, la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui de ces programmes-là, là, c'est fabuleux. Là. Donc, je pense qu'il y a un aspect silo dans les programmes qu'il faut peut-être un petit peu mêler, mixer, en fait, dans le mixeur. Est-ce qu'au niveau de l'École nationale, tu penses qu'il y a des ouvertures ou des possibilités de travailler de cette façon-là? Je pense qu'il va falloir. Je pense que l'expertise ne viendra pas de l'intérieur parce qu'elle n'est pas là au niveau de tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologique. Oui, ça va être des partenariats avec d'autres. Puis ce qui est souvent drôle, c'est de dire à Montréal, on a quand même une belle base, mais on communique peu. On le fait quand on a des projets de spectacle comme Moment, comme les sites web, puis c'est correct aussi. Mais au niveau... oui, il y a une partie qui passe par faire des liens, avoir des occasions comme aujourd'hui. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir commencer ces dialogues-là, commencer les rapprochements, tout ça. Qui va l'initier? Je ne sais pas. Je suis sûr que l'École nationale doit le faire. Je ne sais pas comment le faire. Je vais être honnête. Ouais. Puis on est encore dans la discussion. Est-ce que ça nous revient? Bien, il y a une partie, je pense que oui, comme je dis, d'initiation au moins de montrer aux étudiants l'éventail de ce qui est possible de faire, de comprendre comment on pourrait aller plus loin, parce que s'ils ne comprennent pas, ils ne pourront pas le réinventer puis y apporter leur grain de sel. Puis sinon, on va avoir un expert qui nous dit, voici, motion capture, ça se passe comme ça, bouge là. Mais vous comprenez, ça va rester chacun dans son expertise. Puis je pense que... Mais la recette, OK. Il y a peut-être deux initiatives que je trouve qui travaillent bien dans ce sens-là. Le pôle Lavallois d'enseignement supérieur en art numérique réunit quand même beaucoup de parties prenantes, puis il expose des jeunes du primaire, du secondaire, mais aussi cégep, université, à différents contenus numériques de formation. Par exemple, la SAT a un mandat pour animer des ateliers d'initiation en art numérique dans différents contextes, à différents niveaux aussi académiques. Ils vont jusqu'à faire des ateliers aussi dans les bibliothèques, donc pour aller rejoindre une population vraiment plus large. Puis nous, on est en train de travailler sur un projet pilote parce qu'on a réalisé que les gens qui veulent se transformer, développer des compétences numériques, ne savent pas par quel bout commencer, puis qui ont besoin d'accompagnement pour trouver les ressources, puis savoir quelles compétences développer, tout ça. Donc, notre projet pilote, qui est encore un peu en conception, mais c'est de fournir un parcours d'apprentissage. Donc, une cohorte d'artistes qui arrivent avec un projet et on les amène, on les accompagne à travers un processus, si on veut, comme un peu un processus d'innovation ou de développement de projet pour développer des compétences dans un contexte très concret, très réel de leur projet. Puis, le fait d'être en cohorte, c'est qu'on peut avoir aussi de l'accompagnement entre les pairs, du partage d'expériences, du partage de connaissances. Puis, on a du mentorat, donc des artistes qui ont
plus d'expérience en art numérique qui donnent des ateliers, puis qui accompagnent chacun de ces artistes-là dans le développement de leur projet. Puis à la fin, on fait une présentation à une communauté plus large des projets qui ont été réalisés, puis ça crée un événement de réseautage. Nicolas, est-ce que dans les projets de recherche que vous faites au CRITAC, est-ce qu'il y en a dont on n'a pas parlé ces 2 derniers jours, et certains de ces projets-là qui pourraient être diffusés, accompagnés à travers différents programmes existants déjà, par exemple en 3D, en animation? Est-ce que vous avez des besoins en recherche à partir d'artistes techniques, en fait? Marion? Non. Je serais curieux. Marion connaît mieux les... Mais, oui. Est-ce que, au niveau du CRITAC, vous avez des besoins d'artistes techniques pour vous accompagner dans vos recherches parce que vous avez la discipline de l'art du cirque? Et est-ce qu'il vous manquerait des artistes plus techniques avec lesquels vous auriez besoin de fusionner pour avancer dans vos projets? Comme un artiste multimédia, par exemple? Oui, programmeur Unreal, ça serait chouette. Modeleur, Moi, je expert prends, oui. en effets visuels, de simulation d'effets spéciaux, de particules. En fait, au CRITAC, en ce moment, notre problématique, c'est qu'on n'a pas de laboratoire de recherche. Donc, on fait toutes nos recherches à l'extérieur, au Lab 7 ou dans d'autres compagnies ou d'autres centres de recherche. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas eu encore ce besoin spécifique d'avoir une personne, mais c'est dans nos plans. On est en train de travailler sur la fabrication, on a des plans d'architecte pour avoir notre propre labo de recherche. Mais là, on avait aussi l'intention d'avoir un intégrateur multimédia, etc. Parce que oui, ça va devenir de plus en plus un besoin. Puis aussi, on a déposé une demande de subvention avec Nicolas. En fait, on va avoir la réponse bientôt. Mais ça serait de développer un espace de co-création avec les étudiants pour justement expérimenter les technologies numériques dès leur cursus de l'École nationale de cirque et pas en sortie se retrouver dans ce genre de milieu d'environnement puis de pas savoir quoi faire, mais de eux-mêmes pouvoir expérimenter durant leur cursus. On sait que ça va pas intéresser forcément tous les étudiants puis c'est pas la nécessité, mais si il y en a 2 ou 3 chaque année qui se disent hey, moi j'ai une idée puis qu'ils n'ont pas l'occasion ni l'opportunité de le faire, c'est là qu'on trouve que c'est dommage. Donc on aimerait pouvoir mettre en place ce genre d'environnement, de système. Et donc, on est en train de bâtir tout ça. Et c'est sûr qu'on aura besoin de personnes comme ça pour nous aider là-dedans. Là, c'est obligatoire. OK. Là, je vais prêcher pour ma paroisse. En fait, Synthèse organise des regroupements de stages pour l'été d'artistes 3D techniques et non techniques, mais numériques, c'est-à-dire que toute la panoplie des logiciels, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup, là, de Unreal à Notch, à Houdini, à qui couvrent les 3 secteurs. En fait, quand je parle des 3 secteurs, c'est des secteurs comme de l'immersion, VR, XR et compagnie, le secteur des jeux vidéo, qui sont du jeu vidéo en ligne, mais sur console, etc. Donc oui, c'est dans l'écran, tout ça, mais est-ce qu'on peut sortir ça pour que ça soit sur une scène? Oui, on l'a vu dernièrement. Et toutes les techniques d'animation, etc., en mocap, puis l'utilisation artistique de ces technologies-là. Il y a beaucoup de finissants, là, de bac, tout ça, qui n'attendent que ça, que travailler avec des artistes de la scène pour... Puis là, moi, mon concern, c'est, je peux-tu vous envoyer des stagiaires qui vont être très, très connaissants techniquement et artistiquement, puis pour que vous puissiez, vous, dans vos projets, vous développer peut-être plus rapidement, plus largement, etc. Et ça, pour moi, ça pourrait être expérimenté à la SAT aussi, tu sais, ces groupes-là. C'est sûr que la SAT, c'est vraiment une pépinière de talent. On a la mission aussi de faire du transfert de connaissances. Donc, on accueille souvent des stagiaires, souvent à travers des MITAX, mais on pourrait tout à fait envisager avoir des stagiaires autant plus au niveau des équipes techniques de scène, mais aussi au niveau de la programmation, par exemple, ou
des artistes visuels qui travaillent dans des environnements virtuels comme les métavers, par exemple. Mais effectivement, je pense que les stages, c'est des contextes vraiment pertinents pour les apprentissages des étudiants. Souvent, les étudiants vont apprendre plus dans un stage qu'ils vont apprendre dans un cours au complet. Donc, puis c'est très stimulant parce que c'est un contexte réel avec des mentors un peu spontanés sur place, puis des contraintes de projet. Donc, oui, je trouve que c'est une belle formule. Puis, tu sais, quand on parle de stage, souvent, moi, quand j'en parle aux gens de jeux vidéo ou d'effets visuels, je sens on est obligé de s'en occuper parce que c'est des gens qui sont tout le temps dans le gros rush pour livrer leur projet. Ils n'ont pas d'espace pour réfléchir. Là, tu sais, ce qu'ils nous disaient, les gens, on a fait une recherche sur les experts justement dans ces milieux-là. Ils disaient, il y a 10 ans, on se cassait la tête à savoir comment nos rendus d'images peuvent sortir plus vite parce que le client attend. Fait que notre principal problème, c'était la lenteur des rendus. Kun, t'en sais quelque chose? Là, on dit qu'il faut attendre 3 semaines parce que les simulations de particules, c'est super long. Aujourd'hui, le problème qu'ils ont, ces artistes-là, c'est la vitesse d'exécution qu'on leur demande, parce qu'avec le client envoie un mail puis il veut avoir son image tout de suite alors que ça n'a pas été rendu. Bon, fait que le temps réel, les outils de temps réel ont réglé beaucoup cette question-là. Maintenant, c'est l'intégration de ces outils-là dans les pipelines qui est quand même une formation ou un apprentissage différent parce que ça ouvre à beaucoup de possibilités qu'avant on ne voyait pas. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que les stagiaires, souvent, c'est vu comme un poids, mais on n'a plus tout à fait les stagiaires qu'on avait maintenant. Parce que les kids, là, ils sont pas mal hot, tu sais. Puis moi, il y a plein de jeunes juniors qui disaient « Ah, on est écœurés, nos superviseurs, là, c'est tous des vieux... ils ont toutes des vieilles technologies, puis des vieilles façons de faire, parce que ça les rassure, parce qu'ils sont sûrs que cette façon-là marche. On n'a pas le temps d'explorer trop sur les pipelines de production. Et donc, dans les centres de recherche, c'est vraiment là qu'on peut explorer puis se lâcher, en fait. Donc, les stagiaires, c'est des stagiaires de maîtrise, là, des fois, puis de doctorat, là, tu sais. Puis ce qu'il disait, le jeune homme, tantôt, en multimédia, il disait, c'est souvent dans la recherche-création, quand ça ne marche pas, qu'on trouve des avenues, puis c'est vraiment ça, les différentes recherches universitaires. Puis, tu sais, je sais que c'est... Mais quand même, les recherches universitaires se sont beaucoup modernisées. C'est beaucoup à travers les choses qui ne marchent pas qu'on arrive à innover, tu sais. Donc, ça veut dire que l'opposition, là, c'est une dichotomie, en fait, qui est très positive pour la recherche et le développement des talents. Est-ce que j'ai envie de réagir à ce que tu dis? Moi, je pense qu'une des solutions, c'est vraiment des pépinières structurées. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai dirigé une école de danse, pas la nommer à Montréal, l'école de danse contemporaine, et il y avait le projet Pépinière européenne. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là, mais nous, on faisait venir, c'est un projet européen, on faisait venir un chorégraphe de l'étranger qui sortait de l'école et qui venait créer une œuvre dans notre école. Donc, c'était vraiment l'insertion professionnelle, vivre un vrai stage avec des étudiants, donc des danseurs. Si on avait ce même genre de projet où des finissants en stage rémunérés grâce à un financement te permettrait d'intégrer des gens en technologie dans des compagnies de cirque, ça serait une façon. Parce que souvent, le stage de quelques semaines, de pouvoir intégrer, nous, c'est un projet qui durait 1 an. Donc, ils avaient le temps de voir naître et suivre le projet jusqu'à la fin. Et moi, je pense que ce genre de projet-là, pour l'intégration de la relève sur le marché du travail, est essentiel pour faire ces maillages-là entre la technologie numérique et la création. Ça prend vraiment une passerelle structurée, mais aussi rémunérée. Bien, évidemment, tous les stagiaires qu'on envoie chez Synthèse, qu'on trouve, sont tous rémunérés, tu sais. Oui, il y a une intervention ici. Je vois des... On y va. C'est les questions. Allez-y. Lâchons-nous. Salut, toi. Allô, allô. Non, mais moi, je voulais simplement dire que du point de vue des compagnies de création, c'est clair qu'il y a un manque criant de ces expertises-là qui sont justement à l'intersection des arts vivants et des nouvelles technologies.
Comme je le disais un peu tantôt, c'est souvent le cas que les artistes, créateurs, chorégraphes, metteurs en scène comprennent peu. Puis comme le disait, on n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne le logiciel, mais on a besoin de comprendre le workflow, puis les possibilités. Et donc, toutes les initiatives, pour moi, de stages, oui, mais de stages qui doivent être tout le temps en co-création, en hybridation des choses, qui doivent associer un jeune artiste finissant, metteur en scène, chorégraphe, avec un finissant de créateur numérique. Pour moi, ça passe par ça. Puis ça prend plusieurs, je pense, chaînons structurés qui permettent de faire ça. C'est clair que nous, on aimerait ça. Des Raphaël Dupont, tantôt, faisait allusion à... Ils sont rares, puis souvent, si tu essaies d'aller les chercher ailleurs, ils coûtent cher. Le milieu culturel n'a pas les mêmes moyens que le milieu du jeu vidéo, la post-production de films. Fait que c'est des ressources précieuses. Il y a ce manque-là. Alors, je ne sais pas comment nous, on peut... Les Sept Doigts et d'autres compagnies éloises qui ont peut-être la possibilité d'accueillir dans des lieux des projets de stage, mais nous, ça nous ferait plaisir ici. Fait que je ne sais pas comment ça peut être imaginable, mais c'est certainement plausible. Puis du point de vue du LabSet, on travaille à obtenir un financement qui permettrait d'accueillir des résidences ou des stages. Fait que je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place, là. À ce niveau-là, il y a plusieurs projets, hein. Le fédéral propose vraiment il y a plusieurs projets de financement pour accueillir des stagiaires, pour lancer les jeunes dans le numérique, et ça peut prendre plusieurs formes. Donc, en tout cas, chez Synthèse, on a déjà une liste, là, on en a déjà parlé. Fait on pourra se parler pour polliniser, en fait, c'est le principe, là, pollinisons, en fait, nos différents projets et ambitions avec, premièrement, des stagiaires, parce qu'il y a une volonté chez les jeunes qui travaillent. Tu sais, le jeu vidéo puis les effets visuels, c'est déjà un peu comme du vieux. C'est fou à dire, mais il y a beaucoup de jeunes maintenant, ça leur tente plus de travailler en jeu chez Ubisoft. Puis il y a des seniors qui ont travaillé chez Ubisoft, qui n'ont plus le goût de travailler chez Ubisoft parce qu'ils veulent se renouveler, un peu comme vous avez fait, là. Donc là, c'est le temps, je pense, de prendre la balle au bon, puis d'essayer de coordonner, je sais pas, une table de leaders là-dedans, parce qu'il y a un aspect politique aussi. Là, on parlait hier, il y avait eu des discussions sur pourquoi le FMC, par exemple, ne finance pas très précisément des programmes de création comme il le fait pour le numérique, parce qu'on s'entend que le numérique, c'est transversal. Ça veut comme plus rien dire maintenant. Donc, tu sais, il y a l'aspect lobbying aussi là, pour faire reconnaître, en fait, le milieu. Le LASAT, vous êtes là, vous allez faire votre enquête, vous allez faire vos demandes de stagiaires, nous, on va pousser les universités. Donc, on devrait y arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'aurais voulu juste faire une petite intervention. Je suis le papa de plusieurs enfants qui sont maintenant adolescents. Ils sont allés, je les ai amenés à la SAT quelques fois, ils ont fait des petites formations. Mais ça, c'est déjà il y a 5, 6, 7 ans. Maintenant, ils sont sur leur téléphone, ils sont désabusés, ils ont tout vu. Il n'y a rien qui les impressionne. Ils ne sont pas curieux. Je n'ai pas le contrôle sur ce qu'ils consomment culturellement. Vous devriez, vous êtes des gens influents. Je vous demande, s'il vous plaît, de réfléchir à les ramasser plus jeunes, plus tôt, sur leur téléphone probablement, parce que moi, j'ai plus ce contrôle et je suis découragé. OK. Aussi. Alors ça, c'est un autre dossier. Non. Mais en fait, chez Synthèse, justement, on est en train de monter une plateforme sur la découvrabilité des métiers en numérique, là, les différents métiers, et ça part très jeune. C'est au secondaire, début secondaire, qu'il faut commencer à... Tu sais, l'intelligence artificielle en artistique, là, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Ça ne se rend pas dans les écoles secondaires parce que les conseillers d'orientation ne sont pas rendus là. On ne leur a rien donné aussi pour s'en sortir. Alors, nous, on essaie vraiment, avec Élise, la blonde là-bas, qui s'occupe de ça, de monter des trousses de découvrabilité pour que les conseillers d'orientation, justement, alimentent nos enfants sur tout ce qui est possible de faire. T'sais.
Moi, je suis confronté à l'École nationale à un paquet d'enseignants qui sont assez réfractaires, souvent à l'intégration du numérique, puis pour la simple et bonne raison qu'ils ne connaissent pas ça, puis ils ont peur d'avoir l'air poche, tu sais. Mais c'est un peu la même chose. Je veux dire, un des freins en cirque, c'est souvent aussi les artistes de cirque, pourquoi on ne va pas? Parce qu'on ne connaît pas ça, parce qu'on est expert en quelque chose. Donc, l'utilisation du numérique, on va être aussi là. Quand on parle de formation, on parle de la nouvelle génération. C'est une chose, tu sais. Je dis, moi, ma fille est allée voir Aura, est allée voir Oasis. Ils ont accès beaucoup plus jeune à des œuvres numériques impressionnantes. Mais ce qui me fait peur, des fois, c'est la génération in-between, qui a un retard numérique. Tu sais, puis on parle, puis comment on les accompagne. Il y a aussi ça dans l'éducation, dans la formation, qui va être un pas pire, après un an de recherche, qui est un défi sur comment on équipe aussi les enseignants, les formateurs dans la vie, à ce qu'ils ne soient pas à la traîne, qu'ils ne soient pas en retard non plus, parce que c'est ça aussi qui crée des clashs numériques importants, là, je pense. J'aimerais réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, ça m'amène à réfléchir en termes de formation, c'est la consommation culturelle. Elle passe par quel canal aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que parfois, les scènes, comme on les connaît, qui sont plus élitistes, sur lesquelles on travaille depuis des années, il y a un schisme qui est en train de s'opérer. On le voit après la pandémie, comment c'est difficile. Là, on parle de créer des œuvres sur des scènes numériques. On n'a pas parlé encore de billetterie, puis de vente, et de tout comment qu'on fait découvrir ces nouvelles œuvres-là. Et j'ai l'impression qu'en parallèle, les jeunes consomment autrement. Et est-ce qu'on sait où ils consomment? Comment? Moi, il y a quelque chose, je le racontais en anecdote, mais il y a 2 semaines, une chanteuse qui a invité son public à aller d'un restaurant sur Mont-Royal. Il y a eu trop de monde. Je ne connaissais pas cette chanteuse. Elle était sur TikTok. Puis il y avait des centaines de jeunes qui étaient devant le McDo ou le AEW. J'ai fait « Wow! » Il y a vraiment un réseau souterrain où les jeunes consomment autrement beaucoup de choses. Et si on veut être à jour, il faut aussi se préoccuper des modes de consommation numérique. Comment on va les rejoindre? Et l'autre chose qui me préoccupe, c'est toute la notion du recrutement, même pour les écoles. Comment on va recruter aujourd'hui? Comment on fait connaître nos programmes? Comment on intéresse les jeunes à faire du cirque ou aller dans le numérique? Il y a aussi là des enjeux on le voit, je parle à des écoles qui ont des défis de recrutement aujourd'hui, qui disent si on ne parle pas de ce métier-là au secondaire, ou plutôt on n'est pas capable d'attirer les gens dans notre programme. Bref, la formation, pour moi, touche aussi ces aspects-là parce que même si on devient des technos, qu'on sait comment créer, il faut la rendre au public. Il faut se démarquer dans cette mer, parce qu'on est un grain de sable hein, quand on y dépose quelque chose. Donc, ça, c'est pour moi un défi de formation aussi. Je veux juste, s'il y a d'autres questions, vous pouvez nous couper. Là. Ah, OK. Vas-y, Koun. En fait, je m'ai posé la question, est-ce que ça serait intéressant de regarder genre reverse mentorship? C'est dans le sens parce que je pense que c'est des gens comme moi et Sam, par exemple, on est vraiment intéressés par la nouvelle technologie. Il y a des choses qui sont comme Notch, que je vois des choses, mais je ne connais pas vraiment ça. S'il y a un petit jeune qui va prendre 2 heures à m'expliquer c'est quoi, et je peux voir comment je peux l'utiliser, je suis comme, oh yeah, je vais t'engager, je vais faire quelque chose avec toi. Alors je pense que peut-être il y a une façon... Allô? Il y a peut-être une façon de tourner envers dans laquelle des compagnies viennent voir qu'est-ce qui est nouveau, on apprend des jeunes, et après on dit... J'avais même pensé à cette possibilité-là. Tu sais. En fait, le trainer peut être trainé par une jeune pousse, en fait. C'est ça qu'on dit, là. Ouais. Oui. Ben, moi aussi, je suis parent d'un adolescent qui consomme beaucoup et qui n'est pas nécessairement découvrir. Dans mon cas, j'ai eu la chance de l'amener sur un plateau d'XR. C'est vraiment un plateau de tournage Hello. Moi aussi, c'est contagious. Mais ce que j'ai trouvé avec mes enfants, quand ils ont vu le plateau, le genre de behind the scenes, the making of. Mon fils, sur Disney+, il écoute the making of Star Wars, making of Mandalorian. Tu vois
c'est là, je pense, un peu la magie, que là, on voit la technologie, on dit « Oh, wow! » Il n'avait pas pensé à ça. Donc ça, c'est une façon, je trouve, qui est très intéressante pour les jeunes, en tout cas, ceux que j'ai vus. Puis de l'autre côté, en termes de begging to get them younger, une chose que j'ai vue, l'école secondaire avec mes enfants, ils veulent s'intéresser au DMX, du OSC, du MIDI, un clavier, peut-être la production. Ils produisent des musiques, des chansons, des tunes avec GarageBand. Ils ont accès à tellement de choses. Tu as demandé au professeur de département de musique? Non, classical instruments only. Wind instruments. Ben là, il faut trouver des façons dans les écoles secondaires d'amener cette technologie-là. Ça paraît simple, mais il faut les exposer à des technologies comme ça, amener un clavier MIDI dans l'école pour dire, écoute, c'est pas juste la musique, c'est peut-être le son, c'est peut-être la vidéo, on peut contrôler d'autres choses. It's interesting. Ça coûte pas tellement cher, mais il faut vraiment les exposer et trouver des systèmes pour amener ça aux écoles. Oui. Merci. Alors, c'est un diffuseur au Vieux-Noranda, donc Petit Théâtre du Vieux-Noranda, qui, à chaque année, fait une résidence avec les bachelors de l'UQAT, l'Université en Abitibi-Témiscamingue, qui ont vraiment une filière numérique très, très, très développée. Cette année, la résidence qu'ils ont fait, c'était avec 2 artistes de cirque. À chaque année, ils font des résidences différentes, que ce soit en théâtre, en musique, en danse. Puis là, le cirque vient d'entrer dans cette forme de résidence-là. Et donc, pendant une semaine, il y a 2 artistes de cirque qui ont eu des appels à projets, qui travaillent avec des finissants des écoles, d'universités, en art numérique. Puis, ils font tout un travail d'accompagnement par la suite avec les artistes pour que cette graine-là qui s'est semée dans l'artiste, cette jeune pousse continue de grandir. Merci. Moi, j'ai une question ici, au coin. Mais en général, je suis récemment diplômé de l'École nationale de cirque. Je suis comme dans... Je vais répondre pour l'École nationale, mais un des projets qu'on identifie en ce moment, c'est d'avoir un appel à projet pour les étudiants qui aimeraient faire des numéros de finissants qui sont d'ordre plus numérique. Puis on ne sait pas comment on va le faire, mais on trouve que c'est la bonne façon au moins de faire un appel de projet parce que comme à l'école en ce moment, je ne pense pas sur 15 finissants qu'il y en aurait 12 qui voudraient faire ça, mais s'il y en a 2, puis que réalistement on est capable de trouver via les différents partenaires comment les accompagner, bien, en ce moment, je pense qu'on aimerait le faire, peut-être l'année prochaine. C'est un des trucs de l'intérieur qu'on réfléchit, parce qu'on n'a pas l'expertise pour accompagner plusieurs personnes, mais 1 ou 2 par année pour commencer. Comme on dit, les petites initiatives, c'est Théâtre Noranda, je pense que c'est toutes ces initiatives-là mis bout à bout qui vont faire une différence. Il n'y en aura pas assez, mais ça, c'est du point de vue de l'école. Ça répond-tu, Bobby? L'école? Mais c'est pas à moi que tu poses la question, je sais. Je pense que la compétence cruciale à développer, c'est le prototypage.
C'est de pas nécessairement développer une connaissance d'un logiciel en particulier ou d'un outil technologique, mais le processus de prototypage, de tester des idées, de bricoler, de mettre les mains dans le moteur pour vraiment apprendre en faisant, puis on apprend plus de nos erreurs que de nos succès. Donc, si on était capable de juste inculquer ce réflexe-là de prototypage aux artistes, ils apprendraient en faisant, en fait, dans un mode itératif. Puis, en même temps, ils développent des compétences pour des projets très spécifiques qu'ils veulent mettre en œuvre. Oui, des questions derrière, mesdames. Ah, OK. Allô. Okay. En fait, je trouve ça intéressant, justement. Bien, Anne, on s'en est parlé il y a quelques mois déjà, des institutions et tout. Et récemment, j'ai eu à me pencher sur l'importance de l'apprentissage collaboratif au sein des entreprises, au sein des collectifs ou autres structures organisationnelles. Comment on peut... parce que ça, c'est comme tellement vague, hein, l'apprentissage collaboratif, on ne peut pas vraiment l'institutionnaliser, mais en lisant toutes les Harvard Business Reviews, en lisant tous ces Bloomberg et autres magazines scientifiques-ish, ils voient vraiment ça comme la voie du futur. Alors, comment on peut peut-être intégrer ça à travers cette structure-là qui est formelle, qui est de l'apprentissage, tel qu'on le connaît? Bien, en fait, on en parle souvent là, de briser les silos. Tu sais, déjà, il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, tu sais, le jeu vidéo, c'était le jeu vidéo, le jeu de console, c'était le jeu de console, puis le jeu de, tu sais, en ligne, c'était comme une sous-classe, là, ce qu'on jouait avec notre téléphone, là, Pokémon Go, puis ça, c'était une sous-classe du jeu vidéo. Après ça, tu avais les gros films américains, big écran, IMAX, mais tu avais aussi les petites séries poches qu'on regardait à la télé à l'époque. Et que maintenant, tout ça, c'est un peu renversé. Tu sais, la série est en train de supplanter le cinéma. Là, on se rend compte qu'il n'y a plus personne dans nos salles. Finalement, le jeu vidéo en ligne, c'est ça qui est en train de prendre le dessus parce que le 5G arrive puis que ça va exploser. Donc, ça va aussi amener tout l'aspect de la réalité augmentée beaucoup plus accessible, là, notamment dans les grandes villes et tout ça à cause du 5G. Mais en fait, la collaboration, là, tu sais, comment on fait ça, ça se fait déjà. Là, on n'a plus le choix. Le train est parti au niveau de la collaboration. Fait que moi, je pense que dans les structures, puis là, je te dis mon avis, mais dans nos structures de travail et de prototypage et de demande de financement, il faut que les solitudes et les silos se commettent. Là. En fait, il faut briser les silos des différents marchés pour que la collaboration ait lieu. T'sais. Alors, quand on fait une demande de financement pour un projet de recherche, tu plugues 2 programmeurs là-dedans, puis le cash tombe. Tu mets 2, 3, parce que, tu sais, c'est encore ça, moi, je dis, OK, dès que c'est scientifique, un peu programmation, polytechnique, ça marche, l'argent, le MEI, ça y va. Fait que moi, je pense que c'est juste la façon de présenter puis monter nos équipes qui va faire, puis tu sais, ta formation, justement, tu sais, d'ingénieur, tout ça, tu sais, tout ça fait que la collaboration s'exerce. Ça crée comme une espèce d'osmose, puis ça crée une mayonnaise qui marche après, tu sais. Puis on le voit aussi dans le projet de Kuhn, tout ça, là, tu sais, il y a un peu de tout là-dedans, puis il y a beaucoup de projets à vocation sociale de plus en plus, là, tu sais, on en parlait aussi hier. Ça aussi, là, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut dire pour avoir les sous? Puis à un autre niveau aussi, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Parce qu'il manque des voies, moi je pense, de financement là, pour le secteur des arts de la scène au niveau du numérique. Je pense qu'il y aurait comme un regroupement peut-être à faire pour débloquer. On va faire un living lab. Hein? Un quoi? Un living lab. Ouais. Donc, on rassemble toutes les parties prenantes autour d'une problématique, puis on développe un point de vue collectif au bout duquel on formule des recommandations, puis après, on peut les mettre en application. Mais c'est une approche d'innovation participative. C'est un des modèles de l'innovation ouverte. Donc, un grand Living Lab, je regarde mon agenda de développement numérique en culture, projet à amener dans le réseau des ADN. Absolument.